Sept poids lourds miniers de la RDC claquent la porte de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Ils reprochent au patronat congolais de ne pas défendre leurs intérêts de façon équitable. Les conséquences de cette désaffiliation de ces géants, qui représentent 85% de la production minière en RDC, vous seront révélées dans le corps de ces magazines. Pendant ce temps, le nouveau code minier promulgué par le chef de l'État offrira plus de retombées économiques au profit du pays. Invité de Jérôme Sekana Penepapa dans le cadre du magazine RDC Mines, l'expert en mines, l'ingénieur Léonide Moupepele, explique les avantages fiscaux et les innovations qu'apporte cette nouvelle législation minière. Et puis la coalition des organisations de la société civile pour le suivi de la réforme et des actions publiques CORAP dit non au projet de transfèrement des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad, tout en dénonçant surtout le silence coupable du gouvernement congolais face à toutes les tractations observées, notamment l'organisation de la conférence d'Abuja sur le sujet sans les délégués officiels de la RDC. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans le corps de ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation de Patience Vumili Yabokole Ntambwe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en RDC. La nouvelle est tombée comme un coup près. Cette entreprise minière internationale opérant en RDC ont pris la décision de se désaffilier de la Fédération des entreprises du Congo FEC dans un communiqué de presse rendu public en date du 15 mars 2018. Randgold, Anglo Gold Ashanti, Glencore, Ivanhoe Mines, China Molybdenum Company, Zijing Group et MMG reprochent à la FEC de ne plus défendre leurs intérêts d'une manière équitable. En clair, ces multinationales du secteur minier qui représentent 85% de la production minière en RDC ne sont donc pas d'accord avec la révision à la hausse du taux de redevance versé à l'État, innovation introduite à la faveur de la récente révision du code minier. Les conséquences de cette désaffiliation risquent de peser lourd pour l'association patronale congolaise, mais aussi pour l'économie de la RDC. Retour sur ces conséquences avec Benjamin Yogolelo Itongwa. Avec Randgold, Anglo Gold Ashanti, Glencore, Ivanhoe Mines, China Molybdenum Co., Zijin Mining Group et MMG, c'est 85% de la production du cuivre, du cobalt et de l'or qui ne seront plus sous le contrôle de la Chambre des mines de l'Afrique. Ce sont des conditions en moins pour le syndicat patronal. Il s'agit d'un désaveu pour le président de l'Afrique, Albert Yuma, qui avait refusé de recevoir ses patrons miniers en marge des travaux d'Indaba en Afrique du Sud. Albert Yuma avait reproché aux multinationales minières installées en RDC lors du forum Mining Indaba en février 2018 en Afrique du Sud d'avoir spolié la RDC et sa population. Il a également promis en public la revisitation de 17 contrats de joint venture signés entre les multinationales et la GECAMINE pour mettre en place le partage de la production des superproduits. La révision à la hausse de 5 à 10% des parts de l'État à travers la GECAMINE minière dans les 17 sociétés minières concernées. Pour nombre d'analystes, il s'agit pour les entreprises minières, à la suite de leur départ fracassant de la FEC, de faire accepter leur position au pouvoir public au détriment des intérêts de la RDC. Ces intérêts de la RDC passent par le processus de rééquilibrage des 12 joint ventures actives dont le total des réserves cumulées dépasse les 32 millions de tonnes de cuivre et près de 3 millions de tonnes de cobalt. Ce que refusent justement les 7 entreprises minières. Mais en plus aussi, elles refusent l'instauration de la redevance minière à 10% pour les métaux stratégiques dont le cobalt, conformément au code promulgué par le chef de l'État. Ces firmes internationales rejettent aussi la taxe de 50% sur les super profits ou revenus engrangés grâce à un niveau de prix de 25% supérieur aux études de faisabilité bancaire. Malgré toutes ces menaces, les géants miniers ne sont pas prêts à partir car le cours moyen du cobalt est en hausse sur le marché international et sa demande est très forte.
La tonnemétrie de cobalt est actuellement à 87 000 $ et peut atteindre les 100 000 $ d'ici la fin de l'année 2018. La RDC produit à elle seule près de 80% de la demande mondiale actuelle, qui s'élève à 100 000 tonnes. Quant au règlement minier, dans sa future élaboration, il ne peut en rien et jamais contredire le code minier voté à une écrasante majorité par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. L'audience du chef de l'État, Joseph Kabila, aux miniers, aura été capitale et aurait pour mérite de faire baisser la tension, de rassurer leurs investissements et surtout, on l'espère, d'éviter au pays une énième guerre téléguidée. Et la promulgation du nouveau code minier par le président de la République offre beaucoup de possibilités à la RDC d'accroître ses dividendes à partir de l'exploitation de ses ressources minières. L'ingénieur Léonide Moupépélé, expert en mines, était l'invité de Jérôme Sikana-Penipapa dans le cadre du magazine RDC Mines. Il s'est longuement apaisanti sur les innovations qu'apporte la nouvelle législation minière, notamment dans le domaine fiscal. Suivez un extrait de cette émission. Ce qui concerne la surveillance des recettes d'exportation, parce que maintenant c'est 40% qui restent à l'étranger, 60% qui peuvent venir ici, et sur ces 40% nous avons un droit de regard. J'aimerais que dans le code minier, dans le règlement minier, qu'on fixe de façon explicite, formelle, les périodes de vérification. Qu'on ne dise pas, comme dans l'ancien code, que la Banque centrale a la latitude d'aller vérifier les mouvements des comptes. De s'assurer que non. Là, il faut qu'on dise que par année, il y a 3 visites, par exemple, au début de l'année, au milieu et à la fin de l'année, par exemple. Et qu'on dise même la composition. Ou pas, trimestriellement, pourquoi pas. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça. Si la loi ne l'a pas dit explicitement, parce que je ne maîtrise pas encore toute la loi, elle est nouvelle, on est en train, nous tous, de s'en imprégner. C'est cet aspect-là que le règlement minier devra spécifié, parce que toutes les failles sont venues de là. On a prévu des mesures, mais on a prévu des dispositions légales qui sont bénéfiques, que l'État puisse organiser des missions de contrôle pour aller jeter un coup d'œil sur la façon dont vous utilisez l'argent dans ces comptes qui sont logés à l'étranger. C'est de son droit, hein, parce que l'utilisation de cet argent est réglée par les lois de notre pays. Mais c'est à cause de la rétention de cet argent à l'étranger que nous avons connu la dépréciation de notre devise nationale en juillet 2017. Il y a deux choses. Il y en a qui ne rapatriaient pas les 40% ou qui ne les rapatriaient pas correctement. Au lieu de 40%, c'est beaucoup moins. Et puis, quand ils rapatriaient les 40%, ils s'arrangeaient encore. Lorsqu'il y avait des dépenses à faire à l'étranger, de venir prendre ici au lieu de bouger dans l'autre compte. C'est ça, introduire des licences d'importation à partir d'ici, donc achat des devises, alors qu'en principe, ils devaient utiliser les 60%. Je ne sais pas si la loi, cette fois-ci, est très claire, que lorsque vous rapatriez, vous ne pouvez plus. Non, la loi dit clairement, les nouveaux codes précisent que pendant les 60% qui sont rapatriés, bien sûr, doivent aider à l'offre en devise du pays, donc améliorer l'offre en devise. C'est-à-dire ce n'est pas une propriété du gouvernement, mais c'est une propriété des opérateurs miniers. Mais sauf que et la différence maintenant, c'est que l'État a un droit de regard, et même s'il faut prendre, quand ils auront rapatrié 100% après l'amortissement, la période d'amortissement, mais ils doivent se conformer à la législation locale. C'est-à-dire, pour réexporter cet argent, passer par la Banque centrale et remplir les formules en utilisant par exemple la licence IB. Oui, ça c'est tout à fait, c'est une procédure normale, c'est la loi, mais quel est le problème? Le problème, c'est le fait que la loi donnant aux miniers, à l'époque, la possibilité de loger 60% de leurs avoirs à l'étranger, aujourd'hui 40%,
ce n'est pas pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de ces 60%. C'est pour rembourser les prêts. Non, pas seulement ça. C'est notamment pour aussi acheter les intrants, parce que nous avons un tissu industriel ici qui est extrêmement maigre, qui est extrêmement... Même si on vient d'accorder la part belle à la sous-traitance locale. Oui, mais la sous-traitance, je veux bien. On veut acheter des explosifs. Est-ce que vous produisez des explosifs? Les produits chimiques, etc. Donc, on ne les produit pas. D'où on est obligé de les exporter. De les importer. De les importer, s'il vous plaît. Et pour faciliter à ces gens-là de pouvoir faire ces opérations sans devoir encore passer par l'achat des devises ici, eh bien, on leur a dit, écoutez, messieurs, gardez 60%, ça va vous faciliter les opérations. Quand vous avez une benne que vous voulez acheter, un bulldozer ou que sais-je, eh bien, vous savez directement les pièces de réchange, etc. C'est facile. Mais ces gens ont abusé parce que ils ont créé un écran d'opacité sur l'emploi de cet argent, mais le peu qu'il est rapatrié ici, ils s'en servent encore pour l'importer. Donc voilà un peu, il faudra que désormais, dans les règlements miniers, qu'on puisse clarifier cet aspect des choses pour donner et à l'administration des mines et à la banque centrale qui ont les prérogatives pourquoi pas au CEC, à l'OCC, les travails qu'il faut. Par rapport à cela, c'est la Banque centrale et l'administration des mines qui ont les prérogatives de faire le suivi de l'utilisation des recettes minières. Donc qu'on renforce leur pouvoir en clarifiant exactement comment l'exercice de ce pouvoir doit se faire par rapport à ça. Et puis une mission de l'ITIE International, Initiative internationale pour la transparence des industries extractives, a séjourné à Kinshasa du 12 au 16 mars 2018, composé de Badi Bald, directeur régional Afrique francophone et Madagascar, et Indra Tchevoz, responsable pays. Cette délégation a eu une séance de travail le jeudi 15 mars à la Gombe avec des responsables de la société civile et de professionnels des médias. Au centre, l'appui à la mise en œuvre du processus ITIE et de la validation de la RDC prévue en juillet prochain. Badi Baldé, directeur régional Afrique francophone et Madagascar de l'ITIE International, et sa collègue Indra Tchevoz, responsable pays de la même institution, ont fait le déplacement de Norvège pour un but précis. Je dois préciser d'abord que ce n'est pas une évaluation, c'est plutôt un exercice d'auto-évaluation. Nous sommes là dans un cadre pédagogique pour préparer, aider la RDC à mieux préparer sa validation qui doit commencer le 1er juillet 2018. Donc c'est un travail préparatoire et aussi pédagogique pour aider les parties prenantes à elles-mêmes évaluer leur performance par rapport à la norme internationale de l'ITIE qui est applicable à tous ces pays membres, une cinquantaine de pays aujourd'hui. La RDC a eu le prix de pays conforme à l'ITIE en 2016, mais le pays ne doit pas se reposer sur ses acquis. Avertissement de Badi Baldé. C'est vrai que la RDC a reçu un prix, par exemple en 2016, concernant la question de la propriété réelle. Mais on reconnaît aussi que depuis, cela a été basé sur la publication qui était faite jusqu'à ce jour-là. Mais c'est une question dynamique. Et aujourd'hui, beaucoup de pays, on voit que beaucoup de pays sont en train de passer la RDC. Après qu'ils ont eu ce prix, on a eu comme le sentiment qu'il y a un peu de relâchement. Et donc, on doit redoubler d'efforts pour garder le cap, pour maintenir les acquis qu'on a déjà réalisés et essayer de construire sur cela. Parmi les préalables ou critères à la validation de la RDC par l'ITIE, il y a la pleine participation des parties prenantes, notamment celle de la société civile. Cette dernière voit son champ d'activité menacé par la proposition de loi du ministre de la Justice sur les ASBL. Le processus de l'ITIE est tripartite. Il faut qu'il y ait le gouvernement, les entreprises extractives et la société civile qui participent effectivement à ces processus. Et la norme ITIE exige que la participation de la société civile soit effective et indépendante. Et si on a des organisations qui ne peuvent plus exercer librement et en toute indépendance, ou qui peuvent être à tout moment fragilisées,
vous comprendrez qu'ils ne sauront pas s'exprimer correctement et par là, leur participation ne va pas répondre aux standards exigés par la norme ITIE. Badi Baldé et Indra Tevos ont encouragé les organisations civiles à rester en justice pour des dossiers compromettants d'extraction minière ou d'exploitation des ressources naturelles. Mais voilà, les ONG enregistrent lors de dépôt en justice de leur plainte une fin de non-recevoir. On a relevé qu'il y a des organisations qui ont eu le courage de porter la plupart des dossiers à la connaissance de l'autorité judiciaire, donc le parquet, mais les dénonciations qui ne sont pas dans la majorité des cas suivies des faits. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il faut continuer à donner du travail à ceux qui ont la charge de juger. Et si on ne sait pas être satisfait au niveau national, on peut voir comment le faire à d'autres instances, même au niveau régional ou international, si les procédures le permettent. À tous ces déboires s'ajoutent les difficultés qu'éprouvent les médias pour mener des investigations sur les questions liées à la transparence dans l'extraction minière et dans les transactions minières, à tous les niveaux. On a dû identifier que les journalistes congolais ont des problèmes qui sont liés d'abord au niveau des moyens d'investigation, d'accès aux données, et même de la capacité de pouvoir controverser certaines informations qui touchent ou qui mettent en œuvre certaines personnalités qui sont au pouvoir. Et c'était une des questions que la société civile, les journalistes font partie de la société civile et sont des acteurs qui sont clés pour aider le public à pouvoir accéder à l'information et aider aussi l'autorité à avoir le feedback de ce que pense la population. Malgré ce tableau peu reluisant, Baldé et Tevos repartent satisfaits de l'engagement de la société civile et parmi elles des médias. Mais la conformité de la RDC, selon l'ITIE en juillet 2018, n'est pas encore gagnée. Prenons à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 17 mars 2018. 1,51% de hausse pour le baril du pétrole sur le marché de Londres qui s'est vendu à 65,99 $ américains. Hausse également de 1,59% pour le même baril sur le marché américain qui s'est négocié à 62,11 $. Les produits miniers ont presque tous dégringolé. Le cuivre s'est vendu à 6 887,50 $ la tonne, soit une baisse de 0,40%. Quant au cobalt, il a affiché une hausse de 3,11% revenant à 87 125 points la tonne. L'once d'or de son côté a coûté 1311,30 $ américains, soit une baisse de 0,97%. Enfin, sur le marché des céréales, la tonne du maïs a baissé de 0,71%, coûtant 383 $ américains. Celle du riz a haussé de 2,98%, se négociant à 12,46 $ américains. Et celle du blé a coûté 468 $ américains, en baisse de 3,66%. À l'occasion de la célébration ce mercredi 14 mars 2018 de la 21e journée internationale d'action pour les rivières, la 4e du genre célébrée en RDC, la société civile congolaise œuvrant dans les secteurs de la gouvernance, des ressources naturelles et des droits socio-économiques et culturels a tenu à exprimer sa position face au projet de transfèrement des eaux des Lubangui vers le lac Tchad, victimes d'assèchement. Réunis autour de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi de la réforme et des actions publiques CORAP, ces organisations ont dénoncé le silence du gouvernement face à toutes les tractations observées, notamment l'organisation de la conférence d'Abuja sur le sujet et sans les délégués officiels de la RDC.
La conférence qui a débouché sur l'engagement des chefs d'État membres de la Commission du bassin du lac Tchad de non seulement approuver le projet mais aussi de mobiliser des ressources techniques et financières nécessaires pour les études et sa mise en œuvre. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration sur les conséquences de ce projet. La déclaration est lue ici par la directrice exécutive de l'ONG Femmes Solidaire FESO. Nous signalons par ailleurs que le projet Trans-Aqua comporte plusieurs conséquences, telles que démontrées à travers les analyses des experts indépendants nationaux, entre autres, le menace sur la sécurité et la paix en RDC, qui pourra entraver même le processus électoral. Les menaces économiques avec impact négatif, notamment la pauvreté et la faim, peuvent surgir dans la région. Parce que la majorité des communautés ne vivent que de la pêche et de l'agriculture pratiquée le long de ces cours d'eau. Violation des normes internationales et nationales, entre autres le principe de Dublin numéro 2, la Constitution de la RDC dans son article 56, les articles 51 et 53 des lois numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relatives à l'eau, etc. Perturbation des systèmes aquatiques. La diminution importante des débits ajoutée à la diminution parfois drastique des précipitations observées au cours de certaines années dans l'ensemble du bassin va entraîner la diminution de la vitesse de l'eau et provoquer l'assablement du lit du fleuve Congo et plus particulièrement au niveau des barrages hydroélectriques Mobai Mbongo et Inga 1 et 2. L'ouverture du bassin du Congo au bassin du lac Tchad va entraîner une perturbation des écosystèmes aquatiques, notamment sur le plan zoogéographique. Le projet Trans-Aqua va perturber les deux grandes régions histio-géographiques africaines très différentes l'une de l'autre, à savoir la région histio-géographique nilo-soudanaise, à laquelle appartient le bassin du lac Tchad, et la région histio-géographique du Congo. À cet effet, la réalisation de ces canaux engendrerait de nombreux problèmes, notamment l'hybridation des espèces animales aquatiques, la compétition entre espèces avec toutes ses conséquences, la disparition de certains maillons des chaînes alimentaires non adaptées aux nouvelles conditions de vie créées par la jonction des eaux de deux régions, la disparition de certains habitats, l'apparition de part et d'autre de nouvelles pathologies jadis limitées à l'une ou l'autre région, etc. Le gigantesque canal de prise d'eau va constituer une barrière infranchissable pour les espèces terrestres qui occasionnera que certains biefs des rivières interceptées situées en aval de la zone de capture verront disparaître leurs chutes et ou leurs zones marécageuses ainsi que la faune et la flore qu'elles hébergent. Le gigantesque canal d'eau servira de canal d'importation des pathologies humaines, ce qui, à long terme, va aggraver les problèmes de santé publique en RD Congo. À cet effet, les organisations de la société civile congolaise portent à l'attention de la communauté nationale et internationale qu'elle constate avec regret que la RDC ne participe pas dans les discussions sur l'avenir du lac Tchad, malgré son statut de membre observateur de la CLBT. L'occasion était propice pour CORAP, FESO, Azado, Likoko, CEPROSOC, SENADEP et les 30 autres organisations engagées dans ce combat par le biais du secrétaire technique de la CORAP, Emmanuel Mouyoussa, de lancer la campagne « Ne touche pas à ma rivière, à mon fleuve et à mon eau ». Vous entendez souvent parler de la dépression, un mot économique souvent utilisé et qui renferme plusieurs significations. La dépression, c'est le mot économique du jour choisi par votre rédaction. Les explications sont de Jean-Louis Miaswekama. La dépression est une phase du cycle économique caractérisée par une contraction cumulative de l'activité économique, baisse du volume de la demande et de la production,
baisse des revenus réels, montée du chômage. En économie, la dépression est une forme grave de crise qui se caractérise par un ralentissement important et durable de l'activité économique. La dépression prend place après le retournement de l'activité économique, la crise au sens strict du terme, si la production baisse de manière durable. Elle prend fin avec la reprise de l'activité. La dépression n'est pas à confondre avec la récession qu'elle succède généralement dans le cycle économique. Récession et dépression caractérisent tous les deux une forme de crise économique. La récession correspond à une diminution passagère ou limitée dans le temps de l'activité économique. Bon nombre de spécialistes parlent d'une récession lorsqu'on enregistre dans l'économie 2 trimestres successifs de baisse du produit intérieur brut (PIB) ou même une baisse du PIB avec des taux de croissance toujours positifs d'une année à l'autre. Quant à la dépression, elle est utilisée pour qualifier une grave et longue crise économique et s'applique pour des périodes de long ralentissement de la production et de la consommation. En termes de mesures ou d'indicateurs, certains experts présentent la dépression comme un déclin du PIB de 10% ou comme une forte contraction du PIB pendant au moins 3 ou 4 ans. En 1980, Ronald Reagan, lors de sa campagne présidentielle aux États-Unis, avait évoqué une formule admirable pour différencier la récession de la dépression. Une récession, c'est quand votre voisin perd son travail. Une dépression, c'est quand vous perdez le vôtre. La dépression est aussi la phase du cycle économique qui s'accompagne de faillites en cascade des entreprises, de surendettement des ménages et d'un très grand chômage de masse de la population active. Dans les économies développées, la dépression peut être causée par un crash boursier. L'exemple emblématique reste le crash boursier de Wall Street en 1929 qui a mené la grande dépression des années 30 dans les pays occidentaux. Il y a quelques années, à cause de la crise des subprimes 2007-2008, certains pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont connu 4 à 6 années de baisse forte et continue de leur PIB avec des taux de chômage supérieurs à 20%. En RDC, de 1989 à 2001, il y a eu une dépression avec un taux de croissance négatif moyen du PIB de 5% par an. Ces causes étaient économiques et politiques. Chute brutale de la production de cuivre, pillage de 1991 et de 1993, instabilité économique, guerre et rébellion de 1996 à 2002. Pour sortir de la dépression, le gouvernement doit lancer des réformes structurelles et conjoncturelles ainsi que des politiques de transformation technologique, d'éducation et de formation. Régie financière, à présent, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des DGRAD a tenu tout récemment sa conférence des directeurs au Cercle de Kinshasa. À l'issue de ces travaux, des recommandations ont été formulées. Jean-Louis Mia-Suekama vous propose quelques-unes d'entre elles, relevées par la directrice générale de cette régie financière et le vice-ministre des Finances. La conférence des directeurs de la DGRAD a débouché tout logiquement sur les recommandations. En voici quelques-unes triées par la directrice générale de cette régie, Maggie Sambi. Les souhaits de tous les participants de voir être exécutées les recommandations de conférence au regard du résultat dégagé après évaluation. Le consensus dégagé autour du plan d'action stratégique de mobilisation des recettes 2018 qui sera enrichi par les services d'assiette, l'engagement des participants à ne ménager aucun effort pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales pour l'atteinte de l'objectif budgétaire 2018. La volonté de tous les participants à travailler en étroite collaboration avec toutes les administrations pour relever les principaux défis de mobilisation des recettes non fiscales. L'engagement à contribuer à l'accélération du processus de conception, d'examen et d'adoption des textes légaux et réglementaires qui régissent les recettes non fiscales, et les souhaits de tous les participants de voir être constituée la commission mixte devant statuer sur les problèmes administratifs des agents. Le vice-ministre des Finances, Jean-François Moukouna, a également relevé quelques recommandations qui tiennent à cœur les agents de la DGRAD. Évaluer le niveau d'exécution du protocole d'accord
signé entre la minière de Bakwanga et le gouvernement de la République, mettre à la disposition des imprimés de valeurs par les services des mines en rappelant les prérogatives dévolues à la DGRAD en la matière et accélérer le processus d'impression des permis de conduire par la Banque centrale du Congo. L'accélération des signatures des arrêtés interministériels devant faciliter l'application des mesures relatives aux recettes non fiscales intégrées dans les différentes lois des finances. La suppression des édits provinciaux votés en violation des lois relatives aux recettes non fiscales. Accélérer la finalisation du cadre organique de la DGRAD. Et c'est moi qui rajoute, j'ai entendu tout à l'heure à la lecture du rapport, et vous n'avez pas oublié d'évaluer vos réalités administratives et financières de fonctionnement interne, dans le souci manifeste d'efficacité. Je vous y encourage. Le thème de cette conférence des directeurs édition 2018 a été l'atteinte des assignations contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2018, un défi à relever. La réussite dans la mobilisation des recettes de la DGRAD en 2018 passera nécessairement par l'application des recommandations. Elle constitue, selon la directrice générale de la cadette des régies, le document stratégique de la DGRAD pour la mobilisation optimale des recettes non fiscales et pour l'amélioration des conditions de travail de ses agents. Et puis la Direction générale des impôts se prépare déjà aux échéances du 30 avril 2018 consacrées au paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit, comme vous pouvez vous en rendre compte à travers ce communiqué. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits, quelle que soit leur taille, que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de déposer au plus tard le lundi 30 avril 2018 leur déclaration afférente à l'exercice comptable 2017 et de s'acquitter du montant dû. Il est précisé que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant d'exonération, les entreprises ayant débuté les activités au cours de l'année 2017, les entreprises en cessation d'activité et celles estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être accompagnée de l'attestation de paiement de l'impôt dû. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être également accompagnée du bilan, du compte de résultats, du tableau financier des ressources et des emplois, de l'état annexe, de l'état supplémentaire statistique conformément à l'acte uniforme OADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, du relevé récapitulatif de ventes effectuées au cours de l'année 2017 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Le montant à payer correspond à la différence entre l'impôt dû au taux de 35% de bénéfices réalisés au titre de l'exercice comptable 2017 en ce qui concerne les entreprises relevant du régime de droit commun ou de 30% pour celles évoluant dans le secteur minier et les deux acomptes versés respectivement au mois de juillet et de novembre 2017. Les grandes et les moyennes entreprises acquittent un impôt minimum fixé à 1% du chiffre d'affaires en cas de perte ou d'un résultat déficitaire donnant lieu à un impôt inférieur à celui-ci. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d'affaires au cours d'une année sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits de 2 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 750 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. En cas de cessation d'activité sans se faire radier au registre du commerce et du crédit immobilier, l'impôt forfaitaire à payer au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits est fixé à 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 250 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire les petites entreprises et les micro-entreprises.
En ce qui concerne les petites entreprises, le montant à payer est la différence entre l'impôt dû au taux de 1% du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice comptable 2017 pour les activités de vente ou de 2% pour les prestations des services et la compte de 60% versé au mois de janvier 2018. Dans le cas où l'entreprise exerce à la fois les deux types d'activités, les chiffres d'affaires sont cumulés et imposés au taux de l'activité principale. Quant aux micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais, l'impôt forfaitaire à leur charge est de 50 000 francs congolais. Tous les contribuables sont invités à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit auprès de leur service gestionnaire ou à les télécharger sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. L'attention de tous les contribuables est attirée sur le fait que toute absence de déclaration donnera lieu à une taxation d'office assortie de pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée. Un communiqué signé José Séléa-Lagouli, directeur général des impôts. Le Fonds de promotion de l'industrie est le bras séculier du gouvernement congolais en matière d'industrialisation. Vous le savez déjà, depuis 1989, qui marque l'année de sa création, le FPI s'est illustré par des actions visant à promouvoir l'essor d'une industrie congolaise forte, prospère et durable pour le développement de la République démocratique du Congo. Il est à ce titre considéré comme le catalyseur du développement industriel en République démocratique du Congo. Depuis sa création en 1989, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, s'est investi pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Pour financer l'industrie congolaise, l'État propriétaire a mis à la disposition du FPI un portefeuille de plusieurs dizaines de millions de dollars américains capable de financer des projets d'urgence, parfois dans des milieux difficiles d'accès pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les secteurs d'intervention du FPI sont aussi variés que diversifiés et prioritaires, comme l'agro-industrie, l'agroalimentaire, la métallurgie, le textile, les infrastructures et autres. C'est à ce titre qu'il a apporté des financements évalués à des milliers de dollars américains aux promoteurs de projets industriels. À Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, le FPI a suscité un élan d'espoir dans le chef de la population. En 28 ans d'existence, des centaines de projets industriels sont financés par le FPI au profit des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, avec effet d'entraînement sur le vécu quotidien de la population congolaise dans la création d'emplois et la réduction de la pauvreté dans les zones où ces unités de production sont implantées. Grâce à une politique de proximité, le FPI a su s'implanter sur l'ensemble du territoire national où des projets financés pullulent dans tous les secteurs. La croissance que le gouvernement cherche à promouvoir se base sur les secteurs qui non seulement sont porteurs pour élargir la base économique du pays, mais aussi ce qui concerne la majorité de la population. À ce titre, je me réjouis de constater que le Fonds de promotion de l'industrie a mis l'accent dans sa nouvelle vision de la politique de financement sur le développement de l'agro-industrie en se basant sur l'approche des chaînes de valeur. Aujourd'hui, grâce au Fonds de promotion de l'industrie, plusieurs projets industriels ont vu le jour et participent sensiblement au développement de l'industrie congolaise. Des stratégies sont arrêtées, des mécanismes développés par les autorités dirigeantes pour hisser le FPI au standard international des institutions de financement du développement et lui donner tous les moyens nécessaires pour apporter son appui aux industries locales tout en misant sur l'option des chaînes de valeur. Le FPI, c'est le bras séculier du gouvernement en matière de financement industriel. Et le FPI a vocation à financer, à réaliser ses interventions sur l'ensemble des territoires qui composent notre pays. Les nombreux comités de gestion qui se sont succédés à la tête du FPI, dont le dernier en date est celui dirigé par
Patrice Kitebe-Kibanvoul, ont œuvré pour faire du FPI le catalyseur du développement industriel en République démocratique du Congo, s'étant confirmé comme une véritable banque de promotion d'une industrie congolaise forte, prospère et durable pour le développement de la République démocratique du Congo. Sur le plan international, sachez que l'économie mondiale connaîtra une croissance de 3,9% en 2018 et 2019, affirmation des économistes de l'OCDE dans le dernier rapport de leur organisation rendu public le 13 mars 2018. Selon ce rapport, la croissance estimée est due au commerce mondial robuste, aux baisses d'impôts aux États-Unis, une reprise de l'investissement et de politique monétaire et fiscale accommodante dans la zone euro. C'est la plus solide performance enregistrée depuis 6 ans, indiquent les économistes de l'OCDE. L'OCDE met en garde contre plusieurs risques qui pèsent sur les perspectives de croissance de l'économie mondiale. Parmi ce risque, la montée du protectionnisme. Pour l'OCDE, le protectionnisme est un vrai danger qui pourrait affecter négativement la confiance, l'investissement et les emplois. En République démocratique du Congo, le taux de croissance de l'économie a décliné en 2016, passant de 6,9% en 2015 à 2,5%, mais pourrait repartir à la hausse pour atteindre 5,2% en 2018 avec la remontée anticipée des prix de matières premières du pays. Et puis, Donald Trump affirme des analystes voient aussi s'élargir sa marge de manœuvre pour sanctionner les pratiques présumées illicites de la Chine en matière de propriété intellectuelle. Les États-Unis envisagent de mettre en place des restrictions sur les investissements chinois et de droits de douane, cela sur une large gamme de produits venus de Chine. Pékin a fermé quelques-unes de ses aciéries, mais sa capacité de production a doublé depuis 2006 en dépit de la publication cette année-là du décret sur l'accélération de la restructuration des industries en surcapacité. Pour l'aluminium, le tableau est identique. Quelles sont les tendances des prix de denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 17 mars 2018? Élément de réponse avec Philo Cholet-Bapeke. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation à Kinshasa diffèrent d'un marché à l'autre. Concernant les poissons chinchard au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une hausse. Il est passé de 93 000 francs congolais il y a quelques jours à 95 000 francs congolais, même au marché central où le prix est passé de 97 000 francs congolais à 98 000 francs congolais. De 100 et 2800 francs congolais à 100 et 7 000 francs congolais au marché Zigida et de 100 et 7 880 francs congolais à 100 et 8 900 francs congolais au marché Gambela. Du côté viande, un carton TS 10 kg qui coûtait 89 000 francs congolais la semaine dernière coûte présentement 90 000 francs congolais au marché de la Liberté. 91 500 francs congolais au marché central, 90 600 francs congolais au marché Zigida et 90 300 francs congolais au marché Gambela. Du côté de l'huile végétale, un bidon de 5 litres est resté inchangé d'une semaine à l'autre à 14 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, il se vend à 13 500 francs congolais, 14 100 francs congolais au marché Zigida et 13 800 francs congolais au marché Gambela. Les maniocs en provenance de Massi-Manimba dans l'ex-Manoudou est resté stable à 85 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, les sacs de manioc moyens a coûté 80 000 francs congolais au marché Zigida. Les sacs d'écossais de manioc de Lissala est passé de 73 000 francs congolais à 75 000 francs congolais et au marché Gambela, le prix est resté stable à 73 000 francs congolais. Quant au sucre, au marché de la Liberté, un sachet de 5 kg se vend à 7 200 francs congolais et un sac de 50 kg de cuir ngongo revient actuellement à 69 700 francs
congolais. Au marché central, ces mêmes sachets a baissé de 7 760 francs congolais à 7 600 francs congolais et les sacs à 70 900 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 7 480 francs congolais pendant que les sacs se vendent à 70 800 francs congolais. Au marché Gambela, il se vend à 7 800 francs congolais. Telles sont les tendances de prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation observées au samedi 17 mars 2018 sur les principaux marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 16 mars 2018 un dollar américain à 1616,8 francs congolais, 1 euro à 1995,38 francs congolais et 1 franc CFA à 3,04 francs congolais. Au samedi 17 mars 2018, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1632 francs congolais le dollar américain, dont la plupart des communes de la capitale, et à 1633 francs congolais le dollar américain au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ondjili, le billet vert se changeait à 1550 francs congolais à l'intérieur du pays. Précisément à Kimpese, dans le Congo central, le roi dollar s'est changé à 1620 francs congolais. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le roi dollar s'est changé à 1625 francs congolais. À Kisangani, dans la province de la Chopo, les taux étaient à 1630 francs congolais. À Kindu, dans la province du Maniema, le dollar américain a valu 1635 francs congolais. Dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, le roi dollar s'est négocié à 1632 francs congolais. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Goma, dans le nord Kivu, et à Bukavu, dans le sud Kivu, où le billet vert s'est négocié à 1636 francs congolais. Une diversité de sujets a caractérisé les différentes parutions au cours de la semaine qui vient de s'achever. Découvrez-les à travers notre revue de presse hebdomadaire de l'Ecofin et questions de développement dans une sélection et commentaires de Priska Sekana Kinzozi. Ouvrons cette revue des presses économico-financières de la semaine avec le journal La Prospérité qui titre dans ses pages intérieures « Ouverture de la session ordinaire Sénat, Kengo appelle au respect du code minier et à l'amélioration des climats des affaires ». Selon le journal, le pays profitera de la hausse de cours de matières premières si le code minier est respecté et si les climats des affaires s'améliorent. Une bonne gestion de revenus attendue permettra d'améliorer les conditions de vie de la population, a déclaré Léo Kengo-Adondo lors de la session ordinaire du mois de mars 2018. Il a par la même occasion exigé aux honorables sénateurs de jeter un regard rétrospectif après 11 ans passés à l'hémicycle sur la contribution de la Chambre haute à la consolidation de la démocratie. Dans le même ordre d'idées, le quotidien Le Phare titre « Kengo s'interroge, ne sommes-nous pas les ouvriers de notre cité ?» Selon le confrère, sur le plan économique, Léo Kengo-Adondo a salué l'embellie de cours de matières premières qu'exporte la République démocratique du Congo, particulièrement le cuivre et le cobalt, dû à la forte demande de pays industrialisés ainsi que ceux émergents. Si cela ne s'est fait pas ou tarde à se faire, la faute n'incombe pas aux législateurs qui ont valablement rempli leur part de contrat en dotant le pays de lois essentielles à même de permettre au gouvernement de travailler en vue de l'amélioration de conditions de vie de Congolais. Dans un autre chapitre, titre le journal, en 2017, Amnesty pointait à nouveau du doigt les grands acteurs de la filière cobalt. Selon le journal, les géants industriels de l'électrique ou de l'automobile ne font pas assez pour mettre fin aux atteintes aux droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement en cobalt en RDC. Voilà pourquoi on meurt dépeigner la situation alarmante dans l'ex-province méridionale du Katanga, dont le sous-sol abrite la plus importante réserve mondiale. Un gisement exploité par de grandes compagnies minières, mais aussi par quelques 1500 trésors mineurs artisanaux et 40 000 jeunes garçons et filles qui assurent dans les conditions de vie et de travail effroyables 20% de la production nationale.
D'aucune de ces multinationales, poursuit le journal, ne s'est inquiété le moins du monde des atteintes aux droits de l'homme que cette activité génère. Alors que toutes sont au courant de risques d'atteinte aux droits humains liés aux activités d'extraction. Bouclons cette revue des presses économico-financières de la semaine avec le libre débat qui titre « L'application au cas par cas du nouveau code minier risque de favoriser la corruption selon Global Witness ». À en croire le journal, le nouveau code minier inclut un article sur la transparence qui pourrait poser les bases de futures régulations gouvernant le mécanisme de traçabilité de minerais et la publication de contrats, de noms de propriétaires réels et des paiements versés à l'État, ce qui est encourageant. Cependant, note le journal, cet article est remarquablement vague et n'offre aucune orientation sur la façon dont cette transparence pourra être atteinte. Le journal révèle comment une série de transactions minières secrètes et corrompues a coûté au moins 1,36 milliard de dollars américains au Congo entre 2010 et 2012. Et d'enrichir par la disposition contre le conflit d'intérêts ne permet pas d'éviter que le membre de l'armée congolaise ou de fonctionnaires corrompus n'abusent de leur statut à des fins d'enrichissement personnel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mesdames et messieurs, la grand-messe de finances est ainsi dite. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur votre chaîne. À la prochaine. Bye bye.